Merci, chef. Merci. Je peux dupliquer. Ça marche. Ah, ça marche. Ça marche. Super. Bonjour à tous et merci beaucoup de l'invitation et de l'opportunité de présenter le CASD. Alors, j'avoue que c'est un peu raide de faire une présentation après les présentations qu'il vient d'y avoir. Mais bon, je vais essayer de parler donc là de l'aspect infrastructure informatique, sécurité. Donc c'est les environnements de calcul sécurisés, autrement appelés bulles sécurisées. Donc je suis Kamel Gadouche, je suis le directeur du Centre d'accès sécurisé aux données. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc d'abord en quelques mots, le CASD, c'est quoi ? On va parler évidemment de sécurité et aussi d'usage, d'expérience utilisateur, avec aussi un focus sur la santé et enfin parler des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, je vais faire une annonce, je crois que c'est la première fois que je vais en parler, un nouveau mode d'accès qui s'appelle Infracalc à la fin de la présentation. Donc je ne l'ai jamais présenté, c'est parti. Alors le CASD, c'est quoi ? Le CASD, c'est une personne publique, un groupement d'intérêt public à but non lucratif qui regroupe l'État, représenté par l'INSEE, le groupe NSAE-NSAI, le CNRS, l'École Polytechnique, HEC Paris, et depuis 2023, la Banque de France qui nous a rejoints. Donc sa mission principale, c'est d'opérer des environnements de calcul sécurisés pour héberger, stocker des données et permettre des études de recherche ou statistiques sur ces données. Donc, on voit ici l'infrastructure, je vais en reparler. Il a aussi comme mission, comme la technologie est brevetée, dans les missions du CASD, dans les statuts, il y a aussi valoriser la technologie et l'expertise dans le secteur privé. Donc, on a aussi des clients qui sont dans le privé. Alors, voilà un exemple de déposant de données, les personnes qui font confiance au CASD pour déposer leurs données. Donc, on voit bien sûr l'INSEE, puisque l'INSEE est né, le CASD, pas l'inverse, le CASD est né au sein de l'INSEE, les finances publiques pour toutes les données fiscales, le ministère de la Justice pour, par exemple, le casier judiciaire, le travail, le ministère de la Santé aussi qui met à disposition ces données sur le etc. Mais aussi les données de la CNAM pour le SNDS. On a aussi on a aussi des données donc, de la Banque de France et de BPI France, donc des données bancaires. On a aussi des données de Meta. Donc ça, c'est les données de Facebook et Instagram. On a un gros contrat avec Meta, donc la TIH, la Banque de France. Alors, un petit focus sur les données de santé. Donc, en matière de données de santé, on travaille beaucoup avec l'INSERM, l'adresse du ministère de la Santé, je l'ai dit, la CNAM, et surtout la cohorte Constance et la cohorte Gazelle, et la TIH. Alors, on a aussi comme référence, on est aussi référencé dans la presse, que ce soit, on a déjà été cité par le New York Times ou dans Le Monde, qui a trouvé ce terme que j'aime beaucoup, une bulle pour protéger les données. Et c'est vraiment l'objet même du CASD. On est aussi cité dans Science ou Nature. Alors, maintenant, je vais parler de sécurité. C'est important, c'est la raison pour laquelle les déposants de données nous font confiance. Et donc, on s'appuie vraiment sur beaucoup de dispositifs de sécurité pour opérer les bulles sécurisées. Et surtout, dans les dispositifs de sécurité, une particularité du CASD, c'est qu'il faut un boîtier, la SD-Box, pour accéder aux données. Alors, ce boîtier, il a un lecteur de carte à puce ici. Il a aussi un lecteur biométrique. On branche un écran, un clavier, une souris, le réseau, et on peut accéder à distance à la bulle sécurisée qui, elle, en fait, est centralisée dans un data center, avec donc là où il y a les données et les serveurs de traitement. Donc, depuis l'université ou le centre de recherche, l'utilisateur va se connecter à distance après s'être authentifié pour aller travailler sur son projet. Alors, cette bulle, elle est complètement étanche. On n'a pas d'accès à l'extérieur et elle est étanche, en fait, toutes les petites bulles à l'intérieur, chaque projet. Tous les projets sont étanches les uns par rapport aux autres. Alors c'est tellement étanche qu'il faut quand même prévoir de pouvoir, par exemple, rentrer des scripts ou des petits bouts de données pour les projets. Donc ça, c'est vérifié à la main par les data managers du CASD. Pareil, pour récupérer
faut qu'à un moment donné, les chercheurs puissent récupérer leur sortie de résultats. Ça semble évident. Donc là, en fait, ils font une demande. Le fichier est vérifié manuellement et on vérifie que les données ne sont plus sensibles, elles ne sont plus confidentielles, elles sont bien protégées. À ce moment-là, le fichier est remis aux chercheurs. Alors, c'est une vérification manuelle. En fait, pas forcément. Ça peut être aussi des vérifications automatiques. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. On a développé ce type de dispositif. Alors maintenant, les serveurs, ils sont où? Les serveurs, alors je vous le dis tout de suite, je spoil, ils ne sont pas aux États-Unis. Ils sont en région parisienne, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, dans un ancien site militaire. Donc on voit la photo de haut, et tout autour, il y a un chemin de ronde, une ronde de garde. Alors j'ai vérifié, il y a bien des gardes qui passent. Nous, nos serveurs, en fait, ils sont à l'intérieur dans une cage dédiée, fermée, et l'accès se fait par biométrie, carte à puce et code pour pouvoir opérer sur les serveurs. Donc tous les serveurs nous appartiennent et ils sont gérés uniquement par le CASD. Le CASD n'a pas de sous-traitant qui a accès aux données. Alors, on a été aussi, en termes de certification, on a été les premiers hébergeurs de données en Europe à être officiellement certifiés RGPD. Alors, ça existe, ça a mis du temps à se mettre en place, mais la certification officielle RGPD existe depuis 2025. Donc, il y a un an, on a été certifié donc, officiellement selon l'article 42 du RGPD. Donc, pour une conformité et le niveau de sécurité mis en place au regard de la sensibilité des données et donc de la protection des données nécessaire à ça. Alors par ailleurs, on a aussi des certifications ISO 27001, 701 qui est sur la privacy. On est hébergeur de données de santé, évidemment, homologué au SNDS et aussi aux EDS, environnement, entrepôt de données de santé. Alors, en termes de moto, un moto du CASD, alors je l'ai gardé, alors Antoine ça va pas te plaire, j'ai gardé en anglais, j'ai pas tout mis en français ni tout laissé en anglais, mais More Security, More Data, c'est vraiment un moto qui est très très important et on le voit en fait dans l'évolution du nombre de sources ou de déposants de données qui nous ont fait confiance au fil des années. Donc on voit cette évolution et c'est vraiment cette garantie de confiance qui permet aux chercheurs de pouvoir accéder en fait à beaucoup de sources de données dans beaucoup de secteurs au sein du CASD. Et cette confiance, en fait, Constance et Gazelle nous l'ont accordée, mais c'est aussi une garantie pour leurs volontaires surtout. Et on en a parlé ce matin, et le doyen aussi a parlé de sécurité pour les données. On voit bien que pour des données sensibles, l'aspect sécurité est important. Mais ce n'est pas le seul. Il faut aussi, évidemment, ce n'est pas une fin en soi, la sécurité. Il faut aussi que que le dispositif puisse permettre aux utilisateurs de faire leurs études ou de faire leur data management. Donc, pour ça, je vais parler maintenant un peu d'expérience utilisateur. Tout d'abord, comment on accède au CASD de manière générale. Il faut un projet. Il faut le soumettre à un comité, suivant le type de données. Donc le CSRS ou le comité du secret statistique. Donc l'habilitation se fait en amont de l'accès au CASD. Alors parfois, il y a besoin d'une autorisation, ça peut être une MR004 ou une autorisation explicite de la CNIL. Donc voilà, il y a un petit chemin nécessaire. Et enfin, lorsque vous arrivez chez nous, il y a une séance d'enrôlement, de sensibilisation où on présente en fait. Ça dure, maintenant elle se fait à distance, donc c'est une webconférence. À la fin, il y a un quiz. Mais en gros, on présente les enjeux juridiques, les enjeux de sécurité, les enjeux de vérification de la confidentialité des résultats, le respect de la confidentialité des résultats. Et ensuite, on peut travailler. L'utilisateur peut avoir accès. Donc, on lui remet, il vient sur site où on peut le faire à distance, on lui remet une carte biométrique. Et il reçoit par la poste, en général, le boîtier pour pouvoir accéder à distance. Alors, le point important, excusez-moi, c'est que pour travailler, il lui faut des logiciels. Et là, dans les logiciels qu'on met à disposition, on met vraiment un très, très grand nombre de logiciels à disposition. Alors, ce qui se passe depuis ces dernières années, ce qui se passe, c'est que maintenant, on a un logiciel standard, tel que R, Python ou Julia, et il y a des packages.
Et il y en a des milliers, des centaines de milliers, voire. Donc, ce qu'on met en place, c'est effectivement le logiciel et aussi un dépôt de package à l'intérieur de la bulle sécurisée. Parce qu'évidemment, depuis la bulle sécurisée, on n'a pas accès à Internet, on ne peut pas aller se connecter sur un site pour aller récupérer le package. Donc, on les met à disposition. Et s'il y en a un qu'on n'a pas encore mis à disposition, l'utilisateur le demande, on vérifie, on l'intègre. Ça va assez vite. Alors, on met des plateformes à disposition. Là, vous avez vu R, Python, j'ai dit Spark. On peut utiliser Arrow. Il y a VTL, Validation and Transformation Language. On travaille avec Making Sense sur cet outil pour avoir une version ergonomique. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble à ça quand vous êtes connecté. Si vous utilisez VS Code ou Jupyter Lab, vous voyez, c'est comme à la maison, quoi. C'est vraiment pareil. Il y a une desktop, vous pouvez gérer vos fichiers. S'il y a un cluster Spark, il va être accessible en back-office pour ceux qui utilisent un cluster Spark. Voilà. Alors, le retour d'usage de l'enquête en fait, qu'on fait tous les 2 ans, je n'ai pas mis les résultats de 2023, mais ils sont équivalents. C'est des bons retours, que ce soit en termes d'onboarding ou en termes de IT, d'informatique, ergonomie ou en termes de gestion des données ou de la confidentialité des données. Donc aujourd'hui, on a comme utilisateur actif, alors depuis le début du CSD, on doit avoir 8 ou 9 000 utilisateurs qui ont déjà utilisé le CSD. Actifs, là, en 2025, on a 2200 et quelques. 2216, avec une augmentation régulière d'année en année. On a, en termes de boîtiers déployés, près de 1539 boîtiers déployés, avec une croissance. Et ces boîtiers sont déployés évidemment en France, je crois à peu près partout en France, et aussi à l'international. On a des accès depuis les USA, l'Australie, et même le Brésil, il manque le point. Donc on a vraiment des accès depuis à peu près partout. À peu près partout. Il y a des pays où on n'a pas d'accès. Alors, évidemment, l'accès, il se décide au moment de l'habilitation. Alors, une collaboration aussi forte avec Constance et sur la documentation. On met en œuvre sur notre site. C'est important pour les utilisateurs, donc c'est bien d'avoir le logiciel. C'est bien aussi de comprendre ce qu'il y a dans les données. Donc, on documente les données directement dans le format international, le standard DDI. Et alors, excusez-moi, ouais, je surveille le temps. Dans le standard DDI, et on a une collaboration avec Constance pour l'intégration de ce standard, aussi pour pouvoir documenter les sources utilisées. Alors, un petit focus rapide sur la santé. Alors, on doit avoir 750 projets de recherche. Il y en a près de 200 qui sont dans le domaine de la santé. Alors, je vais faire un petit focus avec quelques exemples. Et on a quelques entrepôts de données de santé, y compris, on en a même qui ont le SNDS. On a aussi des registres et des cohortes, dont bien sûr Constance et Gazelle, mais aussi Frenchy et des autres registres et cohortes. On a aussi des essais cliniques appareillés au SNDS. Et enfin aussi, le ministère de la Santé utilise le CASD en interne et aussi pour mettre à disposition leurs données au sein de la direction de la recherche, des études et de l'évaluation et des statistiques. Alors, bien sûr, la cohorte Gazelle, bon, je ne vais pas rappeler les chiffres, mais avec 37 ans de suivi longitudinal, c'est un entrepôt de données de santé désormais depuis 2025, comme ça a été annoncé un peu plus tôt. La cohorte aussi Constance, alors on travaille beaucoup avec la cohorte Constance, et vous l'aurez compris lors de cette journée, avec la présentation d'avant et celle qui va venir, qu'il y a de bonnes raisons de collaborer. On y trouve toujours un intérêt à collaborer avec Constance. En tout cas, nous, on apprécie énormément de travailler avec les équipes de Constance. Et donc, on a beaucoup de projets en commun. Il y a beaucoup de choses innovantes qui sont en fait, que ce soit au niveau des données, mais aussi des technologies de traitement des données. Donc, on le voit sur les appareillements, sur les métadonnées, sur les plateformes SNDS ou environnementales et les traitements de gros volumes de données. Là, c'est plusieurs dizaines de téraoctets de données. Donc, c'est beaucoup c'est vraiment des gros volumes de données qui sont traités. Mais on a aussi, alors évidemment, beaucoup d'autres projets
autour des données de santé. Alors, c'est des exemples, les études de facteurs de risque cardio-métabolique non traditionnels de la cohorte Constance, c'est celui-là. Mais on a aussi des données, des projets de santé qui sont sur d'autres types de données, PMSI, SNDS, etc. Alors, IA et LLM, très rapidement, on a pas mal de projets dans ce domaine. Et les principaux projets en IA sont sur l'intégration de scripts automatiques. Alors, j'ai presque terminé, donc je vais passer très vite, mais on développe pas mal de technologies sur les entrées pour pouvoir les rendre automatiques, pouvoir insérer des fichiers automatiquement ou récupérer des résultats. On développe aussi beaucoup on fait du LLM Vision pour étudier ce qui est fait pour la traçabilité de ce qui est fait au sein des bulles sécurisées. Encore une fois, apporter des garanties aux autorités et aux déposants de données. On a aussi intégré in situ un assistant virtuel au sein de cette interface, c'est en cours de déploiement, qui va permettre aux utilisateurs, il n'y a pas d'accès Internet, on ne peut pas accéder à ChatGPT, il ne faut pas envoyer des données à ChatGPT, donc là, ça reste in situ. Alors, on a aussi des gros pipelines de données sur des très gros volumes du SNDS. Là, c'est 11 années de SNDS complètes qui doivent être traitées donc, par des pipelines avec du Spark, du Sedona, du Airflow, avec l'application développée avec Constance SNDS pour un projet qui est mené par le CREST, l'ESSEC Constance et le CASD. On intervient comme opérateur sur la partie technologique. Alors, j'ai presque terminé, c'était mon annonce, et je pense que je conclurai presque là. Infracalc, on va jouer au jeu des quatre différences. Alors, c'est un nouveau concept. Alors, les 4 différences, en fait, c'est des bulles sécurisées pour des données moins sensibles, infracalc, et en fait, voilà, l'infrastructure en haut, c'est le CASD, la bulle classique pour des données à sensibilité forte à très forte. Donc on voit, vous reconnaissez le boîtier, voilà. Et infracalc, donc c'est la même chose, mais il y a 4 différences. Alors très rapidement parce que le temps presse, mais en gros c'est plus avec le boîtier, ça sera depuis le portable avec une double authentification, alors qu'on en a 3 sur le CASD. On a ici les serveurs ne seront pas là où je vous ai montré, mais sur un cloud souverain. Donc c'est pour des données de sensibilité moyenne, des données de questionnaire par exemple. Là, ici, on peut avoir un accès via un proxy à une API externe. Et la quatrième différence, ça m'échappe. Le boîtier. Mais oui, le boîtier, merci. Voilà. La 4e différence est là. Voilà, les 4 différences. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui ne change pas. C'est qu'il y a toujours une bulle sécurisée et il y a toujours tous les éléments de sécurité autour des entrées, des sorties et aussi de la traçabilité au sein des bulles sécurisées. Donc voilà. Alors je vais rapidement conclure pour dire que, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment très très intéressant pour nous. On apprend beaucoup à collaborer avec Constance et je suis toujours impressionné de tout ce qui est fait, c'est innovant. On a vraiment des équipes compétentes, extrêmement impliquées, innovantes et très professionnelles. Et voilà. Ce que je voulais dire, c'est vraiment un grand bravo. Je voudrais quand même qu'on applaudisse les équipes de Constance. Un grand merci à Marie qui passe aujourd'hui. Marie, tu passes le relais aujourd'hui à Antoine. Donc Antoine, vraiment heureux aussi de collaborer avec toi. Et un grand merci à Marie. Ça a été un grand plaisir pendant ces années de collaborer avec vous. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation et pour surtout les efforts qui sont faits pour sécuriser l'ensemble de ces données qui sont d'une particulière sensibilité. J'ai une question finalement qui est pour vous deux, et c'est juste pour mieux comprendre comment est organisée la protection des données dans le cadre de Constance. On disait tout à l'heure donc qu'une partie des échantillons est encore au Luxembourg, une autre au CEF, j'ai bien compris. Et donc ma question c'est qu'est-ce qui est
qu'est-ce qui est finalement dans cette infrastructure des données et où sont en gros les données de Constance? Est-ce qu'elles sont dupliquées? Est-ce qu'elles sont à plusieurs endroits? Voilà. Où sont-elles? Alors, la biobanque, c'est particulier. La biobanque, ce sont des échantillons avec un numéro non. Voilà. Donc ça, ils sont effectivement au Luxembourg avec une série de numérotation qui est vraiment voilà. Donc elles sont sauvegardées, elles sont stockées pour le moment pour qu'elles puissent être utilisées pour nos enfants, voire nos petits-enfants, si Constance existe toujours. Maintenant, les autres données, c'est un peu compliqué. Nous sommes en pleine démarche de certifier Constance comme un entrepôt de données de santé. C'est-à-dire que toutes les données qui seront partageables, seront gérées au sein du CASD. Voilà, donc ça, et il n'y aura aucun partage de données qui se fera en dehors du CASD. Ça, on en est, voilà, c'est vraiment après toutes ces études et ce qu'on a appris également de la fuite de données de certaines très grandes cohortes qui ont fait la une des journaux, auxquelles on n'aimerait vraiment pas avoir la même chose chez nous. Alors, après ça, le circuit de données est un peu compliqué parce que, bien évidemment, bon, il y a des données qui vont directement au CASD sans passer par chez nous. Ce sont les données de la CNAV, ce sont les données du SNDS qui iront directement au CASD sans passer par chez nous. Maintenant, il y a toutes les autres données, les données de questionnaires, les données de tout ça. Elles passent bien évidemment par chez nous dans un énorme data lake où on fait le pré-traitement, la certification, on regarde toutes les données et à partir de ce data lake qui est chez nous sur un réseau sécurisé, bien évidemment, par Internet, tout ça. Actuellement, on a fait un audit de sécurité il n'y a pas longtemps, on est en train encore d'améliorer cette partie de sa sécurité-là. Donc, dans cette data lake, il y a toutes les autres données qui viennent chez nous, elles sont traitées, pré-traitées, on regarde si les gens ont bien consenti à leurs données et on prépare un jeu de données qui sera destiné aux chercheurs, c'est-à-dire des données nettoyées, des données calculées, des données documentées, des données avec l'accord des volontaires pour qu'elles puissent être partagées. Et c'est cette base-là de données qui est toute propre, toute neuve, qu'on met au CASD une fois par an, 2 fois par an si des fois il y a des problèmes. Elles sont mises au CASD, elles sont gérées au CASD et le reste, eh bien, on éteint la bulle chez nous qui a permis de mettre en place cette... voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est grosso modo ce qu'on est en train de présenter à la CNIL pour qu'on puisse avoir le tampon entrepôt de données de santé. Mais comme vous avez vu, je ne sais pas si on peut faire un endroit plus sécurisé. Je voudrais revenir peut-être sur une question que je pensais que tu pourrais poser. C'est quoi une donnée un petit peu sensible et un petit peu moins sensible? Je le savais. Je ne sais pas si tu veux répondre dessus. Moi, ce qui me semble compliqué, c'est la problématique de la réidentification. Voilà. Donc, à partir de se dire on ne doit pas réidentifier, effectivement, il y a des données qui sont plus discriminantes que d'autres. Voilà. Et donc, par exemple, les données du SNDS et pour nous, les données de la génétique, on ne les mettra pas sur Infracalc. Mais tout ce qui est donné peut-être de questionnaires qui sont un tout petit peu moins sensibles en termes de quelle information donne-t-elle à partir du volontaire, en sachant que c'est toujours sous des sous-échantillons, c'est toujours avec un pseudonyme qui n'est pas le même des autres écubes, avec un pseudonyme particulier. On pense qu'effectivement là, on pourrait éventuellement le mettre à disposition sous ce type de mise à disposition. Après, tu n'es pas sans savoir quand même qu'il y a tout un tas de critères qui sont posés même par le RGPD lui-même et tous les organismes européens qui vont avec pour justement évaluer le degré de potentielle anonymisation, pseudonymisation, enfin toutes les techniques que vous utilisez. Donc, moi, je suis plutôt rassurée. Ça ne me stresse pas de voir qu'il y a des données plus ou moins sensibles parce que j'en suis persuadée aussi. La question étant de s'assurer que toutes les techniques les plus récentes et les plus performantes et qui ont été évaluées au regard des différents critères du RGPD sont mises à l'œuvre. La question, c'est toujours pareil, c'est effectuer un audit de qualité régulier, etc. Oui, je suis d'accord, mais en fait, on a bien compris que même par Infracalc, on ne sort pas les données des bulles. Ce qu'on peut sortir des bulles, éventuellement, ce sont des données anonymes avec tous les critères européens que tu as cités et avec le regard de la CNIL. Mais en fait, Infracalc, c'est juste une différence d'accès, de niveau de sécurité d'accès, on peut dire. Mais en aucun cas, les données ne peuvent être sorties du CASD, que ce soit par Infracalc ou que ce soit par le boîtier. Et comme l'a dit aussi Kamel, c'est qu'au sein du CASD, ils sont capables
de retrouver les programmes que les chercheurs ont faits pour voir si parfois il y a des chercheurs qui cherchent à réidentifier les gens ou qui veulent utiliser les données dans le cadre de finalités interdites. Donc je pense que c'est vraiment sécurisé. Sur Internet, on a 2 questions. Bernard demande s'il y a à minima un système de sauvegarde. Et Nadine demande si vous ne craignez pas les drones. Oui, forcément, il y a un système de sauvegarde. Alors évidemment, on ne peut pas tout présenter, mais il y a près de 800 mesures de sécurité qui sont appliquées et la disponibilité, c'est un des critères évidemment de sécurité. Et il y a des sauvegardes, il y a aussi un PRA, etc. Donc ça, oui. Pour les mesures anti-drones, là, non, pas encore. J'avoue que là, ce n'est pas un cas où on a évalué le risque à ce stade. Dans un Intracalc, ce sont les vraies données de Constance. Pourquoi ne pas mettre à disposition un jumeau numérique qui donnerait finalement les mêmes informations globales, mais sans risque? Parce que les chercheurs n'en veulent pas. Bon, il faut être très clair. Je crois que quand vous avez des fausses données ou des données calculées ou des bases reconstituées, c'est possible, hein, on l'a déjà fait pour d'autres recherches avec Alexis, mais en fait, à la fin, les chercheurs veulent les vraies données. Donc on pourrait par contre tout à fait imaginer donner aux étudiants des bases qui sont des bases synthétiques, qui reproduisent à peu près les mêmes liens entre les facteurs de risque chez Constance, tout ça, donc des données complètement anonymes, reconstituées, synthétiques, pour qu'ils puissent s'amuser dessus, mais à la fin, quand même, ils voudront avoir accès aux vraies données pour pouvoir publier. Et Annette Leclerc dit oui. Mais non, mais je suis d'accord.